Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. Aujourd'hui dans celle-ci on va parler de NAT, Network Address Translation. Donc on verra c'est quoi le NAT, c'est quoi le SNAT, c'est quoi le PAT, c'est quoi la différence entre le SNAT et le PAT. On verra également c'est quoi le DNAT. On verra par la suite c'est quoi les VIP, donc les IP virtuels de FortiGate. On verra la différence entre les DNAT et les VIP. Pour chacun de ces modèles de NAT, on verra des cas d'utilisation précis et on fera donc par la suite un exemple pratique sur GNS3 où on verra comment déployer les VIP ou bien les IP virtuels de FortiGate. Donc, déjà, avant d'entrer dans le SNAT, alors ce qu'il faut savoir, NAT, c'est quoi? Network Address Translation, donc translation d'adresse réseau. En fait, l'idée ici, c'était pour pallier à la pénurie d'adresses IP IPv4. Donc, le NAT permet donc, par exemple, de permettre à plusieurs équipements d'un réseau d'accéder à un autre réseau externe en utilisant une seule adresse IP de ce réseau externe-là. C'est pour ça qu'on aura, par exemple, pour le cas de NAT les plus connus, qui est le SNAT. Donc, SNAT, c'est Source NAT, donc le NAT qui se fait au niveau de la source. C'est généralement le NAT que nous utilisons, que nous connaissons au quotidien, qui permet par exemple, lorsqu'on est sur notre réseau local, on va accéder à Internet. Ça fait que sur le réseau local, tous les équipements que nous avons sur le réseau local, ils ont chacun une adresse IP privée. Mais pour aller sur Internet, ils vont utiliser donc l'adresse IP publique de notre fournisseur d'accès Internet pour aller donc sur Internet. Ce qui veut dire que généralement dans ce cas, il y a une connectivité de 1 contre 1, c'est-à-dire une connectivité dans la base de données du NAT, une connectivité, du moins, pas une connectivité, mais une translation d'une adresse IP interne vers l'adresse IP publique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ce poste-ci va sur Internet, il y a une correspondance entre une adresse IP du réseau local et une adresse IP publique. Ça, c'est le SNAT. Donc, ce qu'il faut savoir, comme je dis déjà, il faut noter qu'il y a deux grosses catégories de SNAT. Je peux classer ça en deux catégories. Il y a le SNAT, c'est-à-dire que le NAT qui permet que les équipements qui partent de la source arrivent à destination en utilisant une seule adresse IP publique. Et il y a le DNAT, Destination NAT, qui, cette fois-là, permet donc à plusieurs adresses du réseau public leur permet donc d'accéder au réseau interne de l'entreprise en entrant donc par une adresse IP interne de l'entreprise. Donc, on va voir ça sur le prochain slide. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que, comme je disais pour le SNAT, il y a donc une autre variante du SNAT qui est le PAT, Port Address Translation. Donc, dans le Port Address Translation, la différence ici, par exemple, ce sera que, contrairement au SNAT, au SNAT fondamental ou de base. Ici, on va identifier chaque adresse IP interne avec un numéro de port, ce qui va permettre qu'au niveau de la table d'adressage ou bien la table de mappage qu'il y aura entre les adresses IP internes et l'adresse IP externe, pour chaque adresse IP interne de notre réseau, on va lui associer donc une adresse IP, du moins pas une adresse IP, ils utilisent la même adresse IP publique, mais cette fois-ci, on peut distinguer le trafic de chaque poste avec son numéro de port. C'est pour ça que dans le path, on va parler donc de la translation many to one with port. Ça veut dire que on peut traduire ou bien rediriger le trafic de plusieurs adresses IP locales vers une seule adresse IP publique, mais cette fois-ci, on les distingue par des numéros de port. Par contre, dans le NAT classique, on sait que c'est une translation de one-to-one, un à un, c'est-à-dire qu'une adresse IP privée et l'adresse IP publique. Donc voilà la différence fondamentale entre le NAT classique, le SNAT classique et le PAT. Les deux sont dans des sous-modèles du SNAT, qui est le NAT qui se fait, comme je disais tantôt, à la source. Ensuite, on a donc le DNAT. Dans le DNAT, comme je disais, c'est le NAT qui s'effectue au niveau de la destination. Ça veut dire que dans ce schéma, par exemple, on a notre réseau interne toujours ici qui, cette fois-ci, est la destination. Donc ici, on veut donner, par exemple, accès à ces serveurs-ci.
serveurs qui sont en local sur le réseau local. On veut que ce serveur-ci soit accessible par un équipement qui est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'à partir d'Internet, un poste utilisateur, il veut envoyer une requête pour accéder peut-être à ce serveur qui peut être par exemple un serveur de fichiers, un serveur mail ou un serveur de messagerie qui est en interne. Donc, il va envoyer sa requête à partir de son adresse IP publique. Une fois que la requête arrive au niveau de notre passerelle par défaut, ou bien notre routeur, ou bien notre pare-feu, on va créer donc une règle de pare-feu ou bien une stratégie de NAT qui va permettre donc de router ce trafic-là vers le serveur correspondant. Donc ici, on suppose que l'utilisateur qui est à l'externe connaît l'adresse IP publique de notre passerelle par défaut. Donc c'est ça le NAT. Donc c'est dans le sens, c'est dans l'autre sens, le sens opposé du SNAT. Donc ici également, il y aura une association ou bien du moins un lien de mappage adresse IP publique, adresse IP privée. Donc c'est ça le DNAT. Donc une variante donc, de ce DNAT, c'est ce que FortiGate a implémenté dans ses pare-feux. Ils appellent ça donc le VIP, donc les adresses IP virtuelles. Alors le concept d'adresse IP virtuelle, c'est quoi? C'est que dans votre réseau interne, vous pouvez avoir par exemple un serveur sur lequel vous avez installé plusieurs services. Ces services-là sont accessibles en utilisant un numéro de port spécifique. Par exemple, si c'est une application web, elle va être accessible par le port 80. Si c'est le SSH, par exemple, il est accessible par le port 22, Telnet pour 21. Je ne sais pas si vous installez plusieurs autres applications sur ce serveur et que chacune de ces applications est accessible et identifiable par un numéro de port. Alors, l'idée ici avec les IP virtuels de FortiGate, c'est de permettre à ce qu'un utilisateur qui est hors de votre réseau, c'est-à-dire un utilisateur qui est sur Internet, lorsque cet utilisateur, connaissant l'adresse IP publique de votre pare-feu, lorsque sur son navigateur, il se connecte et qu'il met l'adresse IP publique de votre navigateur, de votre passerelle, de votre firewall, pardon, et à cela, il ajoute un numéro de port. Alors, lorsque la requête arrive sur votre pare-feu, vous allez donc créer ce qu'on appelle les stratégies de pare-feu basées sur les adresses IP publiques, les adresses IP virtuelles, pardon. Cette stratégie va donc rediriger dans le trafic la requête du client et envoyer donc la réponse sur le serveur interne et le rediriger sur le numéro sur le service qui répond au numéro de port qui est spécifié. Donc c'est ça dans la variante de DNAT qui est configurable dans les pare-feu FortiGate. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait donner accès à un utilisateur à une ressource en interne, sachant qu'il est sur Internet? C'est possible, on peut avoir des services qui sont spécifiques en entreprise et qu'on n'aimerait pas mettre forcément sur Internet. On aimerait que ces services-là soient maintenus dans notre réseau interne, le réseau interne de l'entreprise. Cependant, on aimerait que si les utilisateurs sont hors de l'entreprise, qu'ils puissent à distance accéder. Donc, c'est à ça que va servir donc les configurations des NAT. Donc, autre chose à préciser, c'est que les NAT, comme on a expliqué, le NAT a été créé, par exemple, pour pallier au souci des adresses IP, IPv4, parce que nous savons tous que les adresses IPv4 sont, à date, sont presque à bout. Donc, on n'a plus assez d'adresses IPv4. Donc, ça fait qu'avec le NAT, on permet donc d'économiser des adresses IP. Par exemple, si vous imaginez votre réseau local, vous avez par exemple 50 appareils. Si ces 50 appareils-là avec 50 adresses IP privées veulent aller sur Internet, si chaque appareil a besoin d'une adresse IP publique spécifique à ce poste-là, vous imaginez bien que l'adressage IPv4 aura explosé depuis très très longtemps. Donc, cela étant dit, il faut noter donc que le NAT n'est pas disponible sur IPv6 parce que sur IPv6, on a largement et suffisamment d'adresses IP pour pouvoir pallier à tout ce genre de soucis-là. Donc, dans la prochaine vidéo, on ira sur GNS3 et puis on va voir comment configurer dans les IP virtuels sur FortiGate. On verra comment, à partir de notre pare-feu, on va donner accès, par exemple, à un serveur web et peut-être un serveur de messagerie qui est stocké dans un réseau interne. On va voir comment accéder à cette
à ces serveurs-là à partir d'Internet. Donc, les amis, restez scotchés. On se prend dans la prochaine vidéo.